Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui aura lieu, dont le thème sera deux modèles différents de régulation du cannabis qui sont en perspective, l'un en Suisse et l'autre au Luxembourg. Ils ne sont pas encore en place, mais justement, ils se préparent et donc on va en discuter avec nos deux invités que je vous présenterai dans un instant. J'aimerais d'abord juste situer le contexte de cet entretien et des autres entretiens du même genre que vous pourrez trouver sur le site et le canal YouTube. La liaison antiprohibitionniste, association bruxelloise, avait préparé de longue date un colloque sur les modèles à suivre pour le cannabis pour une politique des drogues cohérente et audacieuse, d'ailleurs pas seulement sur le cannabis, mais sur toute une série de substances. Et ce colloque devait avoir lieu initialement en septembre 2020. Il a évidemment été repoussé suite à la crise sanitaire que nous connaissons. Et il était repoussé au 27 et 28 mai 2021. Et puis là aussi, faute de pouvoir organiser les choses correctement avec l'incertitude régnante, il a finalement été purement et simplement annulé. Évidemment, ça aurait été trop dommage, vu la belle brochette d'invités qui se préparaient à venir, de tout simplement laisser tomber ça et laisser se noyer cette belle perspective. Et donc, ce colloque a été remplacé par une série d'entretiens ou de webinaires avec la plupart des invités qui étaient pressentis pour le colloque. D'autres vont écrire des articles. Bref, on ne veut pas laisser se perdre toute cette connaissance. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je reçois nos deux invités. Premièrement, Grégory Lambrette, qui est psychologue et psychothérapeute et chargé de direction au Quai 57 de l'association Arcus, donc au Grand-Duché de Luxembourg. Bonjour Grégory, c'est Bonjour. correct comment je t'ai présenté? Oui, c'est exact. Je vais juste rajouter un point important, c'est que je fais partie aussi de ce qu'on appelle le Zur-Verband, qui est une plateforme qui représente aussi un petit peu ce que représente la FEDITO en Belgique ou le GREA en Suisse, en l'occurrence. D'accord, j'ai pas osé le dire en luxembourgeois, c'est pour ça que Mais qui fait partie d'une plateforme qui regroupe en fait toutes les institutions qui font partie du secteur, je dirais, addiction au sens large, quoi, en fait. D'accord, merci. Et puis avec nous aussi Jean-Félix Savary, qui est secrétaire général du GREA, c'est le groupement roman d'études des addictions. Et donc c'est une fédération du secteur drogue et addiction en Suisse romande, un petit peu comme la FEDITO. Je précise d'ailleurs que cet entretien est organisé conjointement par la liaison antiprohibitionniste et la FEDITO. Et nous avons aussi d'ailleurs avec nous Alexis qui fera la technique. Jean-Félix, bonjour. Est-ce que la présentation était correcte? Parfait. Il manquait l'accent suisse, mais sinon tout était bien. Pardon? Il manquait l'accent suisse, mais tout était bien. D'accord. Comme vous l'avez remarqué, on se tutoie vu qu'en fait, on a eu l'occasion de se rencontrer en chair et en os tous les trois à un colloque qui s'est tenu à Metz la semaine dernière. Et donc, on a pu se rencontrer, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, donc on ne va pas faire semblant de se vous voyez, on n'est pas comme ça. Donc voilà, bienvenue dans cet entretien qui est quelque part un peu la banquier connection, on pourrait dire, entre le Luxembourg et la Suisse, ou la coalition des petits francophones d'Europe occidentale. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le dire, ou aussi il y a un truc de paradis fiscaux, la réglementation des paradis artificiels dans les paradis fiscaux. Enfin bref, on pourrait faire toute une série de qualifications, on y viendra. Mais avant d'entamer la discussion à proprement parler, j'aimerais resituer brièvement le contexte global dans lequel vont se déployer ces deux modèles de légalisation du cannabis en perspective. Donc, vous le savez sans doute, la légalisation du cannabis est en grand progrès dans le monde. Elle a commencé en Uruguay, qui est le premier pays en tant que tel au monde à avoir légalisé le cannabis en 2013, il me semble. Les États-Unis ont suivi État par État. Ça a commencé en 2012 avec le Colorado. Et au dernier chiffre que j'ai pu tracer, 18 États ont tout simplement légalisé le cannabis, 18 États sur 50 pour l'usage récréatif. Et 36 États sur 50 autorisent déjà l'usage thérapeutique. Ensuite, le Canada a suivi également avec un modèle qui lui est particulier, on en parlera sans doute. Et puis, plus près de nous, en Europe occidentale et en Europe tout court, les choses sont un peu plus lentes à se mettre en place. Bon, on sait bien que les Pays-Bas tolèrent la simple vente et non pour l'instant la production
depuis le milieu des années 70. Et pour le reste, il n'y a pas vraiment encore d'États ou de pays en Europe qui ont légalisé purement et simplement le cannabis. Mais les choses progressent quand même aussi, puisqu'on voit que même la France, qui est traditionnellement assez prohibitionniste, commence tout doucement à se poser des questions d'y aller ou de ne pas y aller. Alors, pour les pays en présence aujourd'hui, le Grand-Duché du Luxembourg a annoncé en 2018, dans son accord de gouvernement, pour la législature qui commençait à ce moment-là et qui dure jusqu'en 2023, la légalisation du cannabis, donc pour la production et la vente. Mais apparemment, depuis lors, il y a eu des reculades, des atermoiements, des retards, bon, notamment aussi, évidemment, suite à la crise sanitaire. Et puis, il y aura peut-être une actualité toute chaude à commenter, mais ça, on le verra tout à l'heure avec Grégory. Et pendant ce temps-là, en Suisse, il y a apparemment un vaste projet expérimental qui se met en place de légalisation contrôlée, expérimentale, localisée, qui devrait durer au stade expérimental une dizaine d'années et qui est porté par une série de villes. Et voilà, tout ça devrait se mettre en place bientôt. Mais là, c'est Jean-Félix qui nous expliquera un petit peu les tenants et aboutissants. Alors, messieurs, j'aimerais bien commencer par un petit rappel historique récent quant à l'actualité de ces dernières années du statut légal du cannabis dans vos pays respectifs et la genèse de la volonté réglementée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, voire décennies, dans vos pays et qui a abouti à cette velléité de, voilà, maintenant ça ne peut plus continuer comme ça, on va légaliser le cannabis. Qui est-ce qui voudrait commencer à répondre à cette question? Grégory? Je vais bien commencer. C'est difficile je dirais, de cerner un point de départ très circonscrit. Je dirais d'une certaine manière, je pense qu'il y a déjà une évolution des mentalités. Enfin, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de constats, je dirais, politiques et sociétaux. Enfin, je dirais qu'il faut qu'aujourd'hui, un peu à l'instar de ce qu'on a pu voir au Canada, effectivement, un engorgement du système judiciaire, des peines qui sont, je dirais, tout à fait discutable, je dirais, pour ce qui relève en fait de la consommation à usage personnel. Je pense aussi une évolution des générations et donc des mentalités. Et on ne peut pas négliger non plus une sorte d'opportunité politique. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on a bien vu en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg en 2017, donc lors de la campagne, qui allait introduire justement en fait la fameuse coalition qui est toujours d'actualité aujourd'hui, cet accord de coalition qui porte notamment sur la question du cannabis, puisqu'il y avait deux points centraux. Sur le plan sociétal, c'était le transport public gratuit, donc c'est le seul pays au monde qui profite de ça, et puis le cannabis à usage, je dirais, non médical ou récréatif. On pourra revenir sur cette terminologie. Je pense qu'il y a aussi eu un effet d'opportunité parce que il y a eu une grande pétition qui a été voilà, ici introduite auprès de la Chambre des députés et qui a montré qu'il y avait un intérêt sur cette question-là, en fait, en gros. Alors, avec des avis assez convergents au niveau de la population, au niveau des institutions sociales, peut-être un peu moins au niveau, je dirais, d'une certaine manière, de certains hommes politiques, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas introduire ce sujet-là maintenant, mais oui, effectivement, il y a des points, je dirais, qui restent extrêmement obscurs, je dirais, d'une certaine manière. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a un vent nouveau qui souffle depuis, je dirais, 15 ans, 20 ans, et qui me demande, à mon avis, à rafraîchir la question justement de la pénalisation de cette substance, en l'occurrence. Donc, je pourrais revenir sur cette question-là, mais je vais laisser la place à Jean-Félix pour ne pas être trop long. Mais effectivement, il y a aussi ce préalable en 2018, déjà d'une légalisation en fait, du cannabis à usage médical, qui est souvent, je dirais d'une certaine manière, la première porte d'entrée à un questionnement sur une réglementation d'un usage, lui, récréatif ou non médical, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Juste une petite question. Traditionnellement, le Luxembourg a plutôt une tradition répressive par rapport aux drogues et au cannabis en particulier? Alors politiquement, ça a toujours été un pays, sauf ces deux dernières législations, qui a toujours été conservateur, extrêmement conservateur, je dirais catholique, qui a eu, et qui reste encore, je dirais d'une certaine manière, avec une lecture qui tourne autour d'un paradigme assez répressif, je dirais d'une certaine manière, raison pour laquelle effectivement la question de l'abstinence a toujours été centrale. Il y a une mue qui s'est opérée, puisqu'on parle sur le plan des institutions de plan stratégique qui s'appelait, je n'invente pas le mot, antidrogue, c'était vraiment la terminologie. Aujourd'hui, on parle de plan stratégique addiction et on laisse très clairement la place effectivement à des questions qui sont davantage portant sur un usage
contrôler la consommation, la réduction des risques et des méfaits. Et on voit bien aussi apparaître, puisque ce plan stratégique est déjà en cours, en prévision d'une possible légalisation du cannabis, des logiques de prévention, de recherche sur ces questions d'usage, de cannabis à usage, je dirais, récréatif en l'occurrence. Ok, merci. Jean-Félix, quel est l'historique cannabique de ces derniers temps en Suisse, sur la dernière vingtaine d'années, on va dire? Oui, alors bonjour à tous. Alors l'historique, c'est celui d'un serpent de mer, comme dans beaucoup d'endroits. J'y reviendrai, mais peut-être pour dire aussi qu'est-ce qui est à la base de cette volonté de changement. Au risque de vous décevoir, la Suisse, c'est comme partout dans le monde, en fait. C'est un pays où on a lancé une guerre contre les drogues et en fait, cette guerre fait plus de dégâts que de bien. Et donc, ça fait partout dans peut-être des conditions des fois un peu différentes, mais partout à peu près les mêmes dégâts. Donc ça péjore la situation sanitaire des gens, ça péjore l'ordre public, ça augmente la criminalité. Voilà, enfin on connaît que des dégâts. Donc la Suisse aussi, hein, pareil, comme tout le monde, on subit ça. Et puis pour peut-être rebondir sur ce que disait Grégory, la Suisse aussi est un pays relativement conservateur. C'est assez intéressant. Les pays qui en fait sont des fois un petit peu plus novateurs en politique drogue, sont des pays souvent conservateurs. Portugal aussi n'est pas, au niveau des mœurs aussi, n'est pas forcément le pays le plus progressiste. Et donc, c'est aussi des pays qui ont connu des répressions assez fortes. Hein. Et on a une histoire de répression qui fait que plus on tape, plus ça nous saute à la figure. C'est ce qui s'est passé en Suisse, c'est pour ça qu'on a dû changer. En gros, le cannabis, c'est la drogue principalement utilisée. On a mis en place un peu de réduction des risques en Suisse, donc on a pu gérer 2-3 problèmes liés à la santé des consommateurs les plus excessifs. Et puis reste tout le marché, les nuisances du marché. Et donc dans les villes suisses comme ailleurs, on n'aime pas voir ce marché des drogues à ciel ouvert. Et en fait, c'est d'abord ça, je crois, le principal moteur. Et effectivement, c'est pour ça que le gouvernement suisse a proposé un modèle en 2001 déjà. En 2001, c'est le gouvernement qui proposait de faire ça. On aurait pu être le premier pays qui régularise le cannabis du monde, mais voilà, on n'est pas très rapide en Suisse. Donc, on est maintenant dans ce projet pilote, on viendra tout à l'heure. Il y a toute une série de va-et-vient, non? Depuis 2001, il me semble que le cannabis a connu un genre de dépénalisation en 2012, enfin entre 2012 et 2018, plus ou moins par là. Il y a aussi une votation à ce sujet. Enfin, il y a eu pas mal de péripéties, non? Alors oui, pour les courageux qui voudraient comprendre le système politique suisse, effectivement, on peut parler de ça. Il y a eu effectivement une votation pour réglementer le cannabis qui a été refusée. Il y a eu le passage de l'infraction pénale aux amendes d'ordre. Donc ça, on a connu ça en 2013. C'était une réforme qu'on a voulu faire pour diminuer la répression et puis diminuer l'arbitraire. C'est en fait exactement l'inverse qui s'est passé. Donc ça a été une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Et c'est vrai qu'on avait pensé que peut-être ça pouvait être bien les amendes, mais c'est vraiment catastrophique. Donc, il ne faut pas passer par cette case-là. Et puis, en fait, ça s'est complètement écroulé, cette réforme. Et finalement, une décision du tribunal fédéral en 2017 a rendu la possession de cannabis légale. Et c'est intéressant, c'était déjà en 1969 que le tribunal fédéral avait rendu la consommation pénalisable. On se rappelle que l'histoire de la prohibition des drogues, c'est d'abord la prohibition du commerce, et la prohibition de la consommation va venir seulement bien plus tard. Et donc, voilà, je pense que ça dit aussi beaucoup de cette Suisse qui est à la fois urbaine et conservatrice. Et donc, on a besoin du tribunal fédéral pour nous dire si les drogues sont autorisées ou pas en Suisse. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu d'attente. On a un statut qui n'est pas clair, c'est toujours un produit interdit mais qui n'est pas pénalisé. Et puis on attend en fait effectivement un système de régulation parce que c'est le moment de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Alors j'aimerais quand même encore poser 2 petites questions sur les spécificités suisses. D'une part, on sait que les cantons ont quand même un large degré d'autonomie et c'est une confédération, donc il y a quand même pas mal de choses qui se règlent au niveau cantonal. Comment se fait-il qu'aucun canton, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas cette prérogative ou cette compétence, comment ça se fait qu'aucun canton n'ait pris le devant et légalisé tout simplement au sein du canton? Est-ce qu'il faut un assentiment fédéral pour ça?
Ça, c'est très intéressant. Ça, je pense que c'est la variable la plus intéressante du système politique suisse par rapport aux drogues. C'est que la Suisse est un pays très fédéraliste, avec un fédéralisme qu'on appelle subsidiaire, c'est-à-dire que c'est le niveau le plus bas qui a le plus de pouvoir. Et en fait, il y a une délégation progressive à les niveaux supérieurs. Ce qui veut dire que les villes, en dessous des cantons, les villes, qui sont le troisième échelon, ont beaucoup de pouvoir en Suisse. Dans les années 80-90, lors de la crise qu'on a eue avec l'héroïne, il y a eu tellement de difficultés sociales, sécuritaires, sanitaires, que en fait, le courage politique était suffisant pour les villes pour quelque part casser un peu ces régulations nationales et prendre des initiatives courageuses. On a ouvert des locales de consommation sécurisés sans l'assentiment de personne. On a commencé à prendre des mesures nouvelles parce qu'il fallait et parce qu'il y avait cette pression au niveau local. C'est toujours au niveau local que se résolvent les problèmes de drogue, jamais au niveau global. Quand vous allez à l'ONU, vous voyez bien que les gens ils parlent de quelque chose qui n'a rien à voir avec les problèmes qu'on a. Et plus on descend au niveau local, plus on peut être proche des solutions. Et donc, on avait cette pression importante, ce qui nous a permis de faire des pas. Avec le cannabis, je dirais que le problème principal qu'on a, c'est que quelque part, le problème n'est pas assez grave. En fait, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de grand danger. En termes de, disons, de criminalisation, ben oui, il y a beaucoup de discrimination, mais quelque part, ce n'est pas non plus, on ne va pas en prison pour consommation. Aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dépénalisé en dessous de 10 grammes. Donc voilà, il y a un petit peu d'attentisme. Et puis c'est vrai que il y a eu alors aussi un manque de courage du gouvernement, parce qu'il y avait des propositions de pouvoir aller de l'avant dans ces villes, mais le gouvernement a décidé de dire stop. Et heureusement, cette vague conservatrice s'est un petit peu arrêtée il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une grosse vague conservatrice en Suisse, de partis d'extrême droite ou nationalistes, comme on veut les appeler. Pour moi, c'est plutôt de l'extrême droite. Et donc, en fait, ils sont plutôt en reflux depuis 2 ans, ce qui permet une ouverture du débat politique et une réouverture au niveau national, ce qui a permis un compromis avec ce projet pilote. C'est-à-dire c'est un compromis. On laisse les villes développer un système régulé sur la base d'études, mais des systèmes quand même qui peuvent aller jusqu'à 5000 personnes par ville, donc d'une certaine taille. Et puis là, en fait, on permet aux villes d'aller de l'avant et quelque part, tout le monde sait qu'on va réguler. Donc maintenant, le chemin est lancé. Et puis enfin, après 20 ans, on commence à s'y mettre. Einstein, je ne sais pas si vous savez, Einstein vivait en Suisse, il travaillait à l'administration fédérale et il disait j'aimerais mourir en Suisse parce que tout y arrive avec 20 ans de retard. Voilà. Je crois qu'on y est, on est dans les temps et voilà, on se réjouit de la suite. On reviendra sur les détails effectivement du projet expérimental. Juste encore une dernière petite question sur la spécificité suisse. Dans vos 2 pays, quelque part, il y a un mélange de langues et de cultures germaniques et romanes. Mais en Suisse, c'est comme en Belgique, c'est vraiment délimité en termes de… Enfin, c'est vraiment 2 cultures qui cohabitent sur des territoires distincts pour la plupart. Est-ce qu'il y a une grande différence d'attitude générale, de conservatisme ou progressisme, et en particulier par rapport au cannabis entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, et est-ce que ça a un impact sur ce qui se développe? Alors, la Suisse, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de clivages. On a un clivage religieux, on a un clivage montagne, on a un plaine, on a un clivage linguistique. Donc, c'est ça qui nous sauve. On a trop de clivages pour se fâcher trop entre nous. Et en fait, le principal clivage, je crois que c'est d'ailleurs partout la même chose. Le clivage, c'est ville-campagne. Quand vous êtes dans une ville, en fait, vous êtes face aux difficultés parce que la drogue, elle est dans les villes. C'est là où il y a la numérique, c'est là où il y a les gens, c'est là où les produits sont, tout simplement. Donc, en fait, c'est là où on voit aussi les différentes difficultés. Et donc, en Suisse, on a vraiment ce clivage entre les villes qui sont très soutenantes, qui ont des positions très ouvertes. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les grandes villes suisses s'insèrent dans des projets pilotes. Donc, en tout cas, les 5 plus grandes villes suisses et sur les 10 plus grandes villes suisses, il y en a peut-être 1 ou 2 qui n'est pas encore dans un projet pilote. Et par contre, alors les cantons conservateurs, les cantons montagnards, eux, sont très opposés à ça, contrairement à l'alcool, où ils ont peut-être une politique plus libérale. C'est toujours intéressant. Dans les villes, on a aussi, par opposition, une politique alcool qui est des fois un peu plus stricte, avec des régimes des fois un petit peu plus sévères. Et puis là, il peut y avoir une différence avec les francophones, plus tendance régulateur, loi 20, tout ça, et puis les alémaniques très libéraux.
Ok, merci. Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué, la porte d'entrée quelque part de la légalisation du cannabis tout court, donc à usage récréatif, c'est souvent le cannabis médical ou thérapeutique, et aussi par ailleurs l'introduction du CBD. Alors, où en sont vos deux pays à ces deux points de vue? Grégory, tu as déjà dit que le gouvernement avait commencé par légaliser le cannabis à usage thérapeutique. Est-ce que tu peux brièvement expliquer dans quelles circonstances ou à quelles conditions? Et aussi, qu'en est-il du CBD au Luxembourg? Bon, on va commencer par le CBD, parce que c'est ce qui est le plus simple. Le CBD est toujours autorisé à moins de 0,3% de taux de THC, donc à ce niveau-là, il n'y a pas pas de restriction, si ce n'est celui de l'âge. Je veux dire, voilà, voilà, ça pose un certain nombre de problèmes d'ordre public, parce que c'est anecdotique, mais je veux dire, pour un flic dans la rue, c'est impossible de faire le distinguo entre le THC et le CBD, ça c'est sûr. C'est aussi beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est euh, pour tous les intervenants du social, je dirais, qui sont confrontés à des jeunes qui consomment dans des foyers. Mais enfin, ça, c'est pour moi un peu anecdotique. Il n'y a pas vraiment de question qui se pose aujourd'hui au niveau du CBD, si ce n'est au niveau frontalier, puisque ce marché, je dirais, d'une certaine manière, a périclité en Belgique, enfin, en tout cas, principalement dans la région de la province de Luxembourg. Et donc, on voit bien, on fait des distributeurs comme ça qui sont apparus le long de la frontière belgo-luxembourgeoise, où les gens peuvent venir s'apprivoiser dans des distributeurs de CBD, quoi, en l'occurrence, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, moi, je trouve, puisque et c'est tout l'esprit pour moi aussi de la dépénalisation, c'est justement d'avoir une culture aussi éducative, je veux dire, d'une certaine manière, autour de la consommation du produit. Enfin, ça, c'est un premier élément. Pour ce qui relève, en fait, du cannabis à usage médical, il y a eu un texte de loi qui a été voté le 20 juillet 2018 qui a introduit cette question effectivement du cannabis à usage médical pour un certain type, je dirais, de pathologie que je ne vais pas forcément énumérer parce que ce n'est pas forcément ce qui est de plus intéressant. Ce qui est par contre intéressant à ce niveau-là, c'est que cette possibilité, enfin, peuvent en bénéficier aussi bien les résidents, les luxembourgeois que les frontaliers. Alors pourquoi je le dis? Parce que ça préfigure déjà ce qu'on pourrait observer, ou ce qu'on va sans doute, à mon avis, observer avec toutes les questions que ça peut soulever et les hypothèses sur le développement de ce projet de loi, mais probablement sur la question du cannabis à usage récréatif, le projet pilote qui devra ou qui devrait voir le jour, même s'il y a des échos un peu divergents à ce niveau-là, au niveau de la sortie ou pas de ce projet de loi, ce sera probablement pour les luxembourgeois et les résidents. C'est-à-dire que les frontaliers n'y auront pas droit, parce qu'actuellement, manifestement, ben ça je vous le dis de façon plus ou moins officieuse, c'est que le pays subit quand même pas mal de pression de la part des autres pays frontaliers qui voient d'un très mauvais œil effectivement cette possibilité-là. Et surtout, ce que va vouloir éviter, moi je pense, le Luxembourg, c'est ce tourisme qui serait dommageable, je dirais, en tout cas que certains politiques ont mis en avant en disant, mais nous, ce qu'on ne veut pas surtout, c'est un système à la hollandaise, quoi, si je puis dire, en fait, en l'occurrence. Alors, le problème, par contre, qui se pose très concrètement, et pour être très, très, très pragmatique, par contre, c'est qu'on est très dépendant voilà, des producteurs, je dirais, d'une certaine manière, de ce cannabis. Et donc, ce projet a mis du temps à se mettre en route, quoi, je dirais, d'une certaine manière, très factuellement, parce que, comme bien même la loi avait été votée, personne ne pouvait obtenir le produit. Et on voit encore aujourd'hui, 3 ans après la mise en route de ce projet-là, que pas plus tard que cet été, en juillet et en août, il y avait rupture de stock. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? C'est que les habitués vont se réorienter vers le marché noir, ce qui est une très mauvaise chose, moi, je trouve, en fait, en gros. Et c'est ça qu'il faut absolument, pour moi, en tout cas, anticiper. C'est cette discontinuité, je dirais, d'une certaine manière, dans l'approvisionnement, parce qu'un usager, enfin, pour moi, un usager qu'on perd, c'est aussi un usager qui risque de ne pas revenir, je dirais, d'une certaine manière, dans le champ du légal, quoi, je dirais, d'une certaine manière. Ok, merci. Et juste très rapidement, où en est la consommation de cannabis par rapport, je dirais, aux pays environnants et justement, les bénéficiaires du quai 57, est-ce qu'il y en a une grande partie qui ont des problèmes avec le cannabis ou où en est la consommation récréative? Alors, je ne vais pas prendre ma position comme la règle, mais si on lit les rapports européens, manifestement, l'Observatoire européen des droits dit aujourd'hui, enfin depuis quelques années, que le premier motif de consultation serait le cannabis. Personnellement, c'est absolument pas moi ce que je constate, ce qui ne veut pas dire pour autant que dans notre population, dans les patients qu'on peut rencontrer, le cannabis n'est pas présent, mais c'est quand même extrêmement rare que les gens viennent frapper à notre porte en disant j'ai une consommation excessive ou à contrôler du cannabis. Ça, c'est un premier constat que je vais dresser.
On est, à mon avis, arrangé à peu de choses près dans le même registre que les pays environnants, c'est-à-dire, au fond, ce qu'on voit, c'est que la consommation, enfin la population des gens qui consomment n'a fait qu'augmenter la plupart du temps ces dernières années. Le constat général, c'est que cette consommation intervient de chaque fois de plus en plus jeune, ce qui ne veut pas dire là, dans ce cas de figure, qu'il n'y a pas un risque, en l'occurrence. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a affaire à des produits sur le marché dont la qualité peut être relativement disparate et des taux de THC qui n'ont plus rien en comparaison avec ce qu'on pouvait trouver il y a 20 ans, 30 ans, en fait, en gros. Et donc, on peut trouver sur le marché aujourd'hui, enfin, assez facilement, le darknet fait aussi un peu partie, enfin, prévu pour ça. Quoi. Je dirais d'une certaine manière, on retrouve des produits synthétiques à 80% de taux de THC, c'est quand même assez considérable. Et là aussi, avec un manque, je dirais, d'encadrement, d'explication, d'information pédagogique autour de cette question, en l'occurrence. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, et c'est sans doute aussi ça qui a germé dans l'esprit, en tout cas de beaucoup de politiques et des responsables ministériels, c'est de se dire, mais manifestement, la question de la répression et de la prohibition n'est pas pertinente. Et si l'objectif est, puisque c'était toujours les deux axes, réduire l'offre et réduire la demande, on est plus que loin du compte. C'est un constat d'échec, mais qui est un constat d'échec, qui est déjà sur la table auprès des scientifiques depuis 20 ans, quoi, je dirais, d'une certaine manière. On ne découvre pas ça aujourd'hui. Enfin, on le sait depuis pas mal de décennies, moi, je dirais. Mhm. Jean-Félix, le CBD, le cannabis thérapeutique en Suisse, il me semble que la Suisse a été assez pionnière en matière de CBD, non? Oui, oui et non. Rapidement sur le CBD, en fait, on a, comme vous le savez, une plante qui produit de l'isolation, des textiles, tout plein de choses. Et donc, en fait, on a une branche de cannabis industriel qui n'a rien à voir avec la médecine. Et puis, avec le changement climatique, apparemment, les champs de cannabis industriel avaient tendance à titiller un peu cette frontière de 0,2, 0,3, qui est, je crois, européenne. Et donc, la Suisse a changé son règlement pour ça, pour les producteurs d'isolants. On a passé à 1%. Et en fait, il y a une conséquence complètement inattendue, c'est qu'en passant le cannabis à 1% de THC, en fait, ça a créé un marché du CBD. C'était plus facile, du coup. Ça a aussi intéressé les consommateurs de THC. Bon, ça ne fait pas grand-chose, mais ça a quand même permis de faire un petit boom d'une nouvelle branche qui a trouvé en fait son public de CBD. Il a trouvé son public, qui est un nouveau public, qui est un public de personnes, souvent des personnes âgées, souvent des personnes qui n'arrivent pas à dormir, aussi des personnes qui veulent arrêter le cannabis en fait. Et donc ça, c'est un truc, c'est toujours intéressant pour les professionnels des addictions, hein, c'est toujours se rappeler que tout ce qu'on sait, c'est les usagers qui nous l'enseignent, donc il faut quand même être humble. Et là, en fait, ils nous ont juste appris que oui, alors le cannabis, ça peut se traiter comme ça, en fait, pour ceux qui ont des problèmes de consommation. Donc, il y a plein de nouvelles choses qui se passent. C'est sorti dans un cadre complètement non régulé. Donc, c'était rigolo. Il y avait quatre organisations suisses, administration fédérale, qui ont dû s'asseoir à table, regarder quel règlement on applique, des choses comme ça, c'était très compliqué entre l'agriculture, entre la médecine, les médicaments. Et donc, en fait, ça s'est stabilisé aujourd'hui avec un marché du CBD qui est totalement légal et puis une imposition qui est faite sur la base d'une loi. Et donc, elle est imposée comme un substitut au tabac. Voilà. Donc, ce marché du CBD, je pense qu'il est d'abord venu montrer que ce système de prohibition du cannabis qui se cassait la figure, ça va se casser encore plus vite la figure. Parce que tout coup, plus rien n'était compréhensible. Les policiers n'arrivaient plus à comprendre sur le terrain qu'est-ce que c'était de la drogue légale ou illégale. C'est très difficile à distinguer. Et bon, voilà, enfin, quelque part, ça a accéléré les réformes. Et ça nous donne aussi une petite industrie du CBD qui est intéressante parce qu'il y a des gens... Il y a des gens modernes là-dedans, on peut discuter avec eux, on peut discuter de vaping, on peut discuter de modèles de régulation. Et voilà, c'est aussi intéressant. Et depuis cette industrie du CBD, probablement, va aussi croître le marché du THC. On préférerait le voir se développer dans des conditions de petits producteurs locaux, comme c'est un petit peu le cas de la petite industrie de CBD qu'on a créée en Suisse. Plutôt quelque chose de proximité et pas voir ces grandes entreprises canadiennes, ces big pharma, big tobacco, tout ça s'emparer de ce marché. Je pense que ça, c'est vraiment le point le plus important sur lequel on pourra revenir. Mais j'aimerais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Grégory tout à l'heure, qui est un point très important en Suisse, par rapport aux cannabinoïdes de synthèse. En fait, c'est un problème important. Ça peut être un problème important.
Et puis la Suisse, on n'a jamais été touché par ça parce qu'en fait, on a une répression qui s'est toujours concentrée sur le petit commerce. C'est un truc un peu, je ne sais pas si c'est très avouable, mais c'est en tout cas la politique qu'on fait en Suisse, c'est qu'on ne dérange pas les gros distributeurs. Et en fait, en ne dérangeant pas les gros distributeurs, on ne dérange pas le marché. Et en fait, on a une politique donc de répression qui est assez bonne pour la réduction des risques. Parce que si vous ne dérangez pas le marché, vous avez toujours un bon approvisionnement des drogues. Et il y a eu souvent des grosses opérations policières d'Europol qu'on peut créer des problèmes sanitaires parce que tout d'un coup, le marché était dérangé, il fallait couper plus les produits, l'apparition du cannabinoïde de synthèse, ça s'explique aussi comme ça. Et nous, on n'a jamais eu ces problèmes. J'ai mis ces problèmes à cause de cette stabilité du marché des drogues qui a été décrite notamment par Frank Zobel, un des brillants chercheurs qu'on a en Suisse, comme en fait un facteur de réduction des risques. Donc, c'est vraiment des choses très, très intéressantes. Et en fait, les cannabinoïdes de synthèse, on les a découverts l'année passée, quelque part, avec les premiers problèmes, avec le Covid. Et en fait, le Covid qui est venu quand même un petit peu déranger le marché des drogues. On s'attendait à des problèmes sur les drogues comme l'héroïne, mais en fait, c'est venu sur le cannabis. Et là, on a eu effectivement les premiers problèmes graves en termes de cannabis de synthèse. Et donc là, on voit aussi que notre intérêt dans la régulation, c'est vraiment aussi les facteurs commerciaux, les facteurs. Il faut aussi réfléchir de cette manière-là. Comment on va trouver un approvisionnement régulier et sûr sur le long terme, avec aussi peut-être des producteurs dont on peut contrôler les produits. On sait que, voilà, maintenant, typiquement l'industrie pharmaceutique, on peut, alors, ils font des très bons médicaments, mais on doit aussi des fois poser des questions. On le voit aux États-Unis avec l'oxycodone et tout ce genre de choses. Et donc, on doit pouvoir, dans les systèmes de régulation, aussi prévoir vraiment ces questions d'approvisionnement et de production de produits probablement de proximité, quelque chose qui est plus peut-être dans la logique du développement durable. C'est en tout cas nous, dans quoi on s'inscrit. Et pour ça, probablement, c'est les modèles non commerciaux qui seraient les plus intéressants. Peut-être on va y revenir tout à l'heure. Oui, effectivement, on y reviendra. Juste sur le cannabis thérapeutique en Suisse, où on en est où? Oui, alors ça c'est très intéressant aussi. Je crois que partout les digues cèdent. En fait, on ne peut rien faire contre les études médicales. Elles sont toutes tellement claires que ça c'est plus possible. Quand certains cannabinoïdes sont la meilleure molécule qu'on connaît pour des effets de l'affection comme voilà comme la spacité, les choses comme ça, on est bien obligé de céder. Alors en Suisse, on avait un système réglementaire qui date depuis un certain temps, mais qui était une cathédrale bureaucratique incroyable. Donc on produisait des armoires de formulaires. Tout à fait impressionnante. Et puis, en fait, on a commencé à lâcher ça il y a quelques années. En 2015, il y a une proposition au Parlement. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelqu'un qui l'a amené. C'était un député conservateur, mais il était en chaise roulante. Et puis, donc, il a posé ça sur la table. 23 commissaires, 23 pour, 0 contre, 0 abstention. C'était tellement clair. Ça, j'ai trouvé ça quelque part assez significatif de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau médical, il n'y a plus de débat. On s'est rendu compte que les drogues appartenaient aussi au milieu médical. Elles sont toujours appartenues. C'est l'essence des conventions. Mais quelque part, la guerre à la drogue a des fois un peu lavé le cerveau des gens et on a oublié que les drogues sont aussi des médicaments. Et ça, c'est en train de revenir. Ça redonne cette ambivalence. Donc, ça redonne aussi une idée qu'on peut les contrôler. Donc, aujourd'hui, on est dans quelque chose d'assez positif sur ce plan-là. Reste bien sûr des débats épineux. C'est toujours compliqué quand il faut rembourser les médicaments à base de cannabis, ce genre de choses. Alors bon, voilà. Après, les systèmes aussi de production sur le cannabis médical, on a un gros souci, c'est que quand vous avez du cannabis médical légal, il est bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que celui que vous trouvez sur le marché noir, parce que c'est bien sûr le principe des pharma, de pouvoir, voilà, d'avoir des médicaments propriétaires qu'on vend 10, 20 ou 20 fois plus cher que le prix du marché noir. Donc, il reste bien sûr tous ces problèmes, mais voilà, je pense que la recherche aussi se développe, ça c'est très intéressant, pas seulement d'ailleurs sur le cannabis, sur les psychédéliques aussi, il y a des choses très intéressantes où on voit que le principal enjeu qu'on a en santé publique pour ces prochaines décennies, et je crois que là c'est partout, c'est le vieillissement de la population. Et là, il y a aussi des choses très intéressantes, l'utilisation des cannabinoïdes pour la démence, ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup de choses qui progressent et qui sont intéressantes sur ce plan-là. Ok. Avant de passer à la définition, l'explication des modèles qui risquent d'émerger, j'aimerais juste vous demander aussi quel est l'état de l'opinion dans vos pays respectifs à ce sujet-là. En Suisse, par exemple, il y avait eu la votation en 2008.
à peu près partout, elle avait été rejetée à grosso modo 2/3 des voix. Est-ce que cet état de fait a changé depuis lors? Les débats sur les drogues, c'est toujours très sensible. Moi, je ne prendrais pas ce résultat de 2008 comme explicatif. Il y avait une autre votation en même temps. Il y a eu une autre votation sur la réduction des risques en même temps. Donc, en fait, il y a eu un débat qui était compliqué. On a sacrifié le cannabis pour passer les votations sur la réduction des risques. C'est dans les faits ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'opinion publique, il est majoritairement favorable à 2/3, selon les sondages qui sont à disposition. Reste maintenant toujours la question épineuse, c'est 2/3 de qui? 2/3 de la population ou 2/3 des votants? Et ça, ce n'est pas la même chose. Comme vous le savez, dans nos démocraties, il y a une minorité, ou disons, en tout cas, chez nous, c'est malheureusement une minorité qui vote. Et donc, ce n'est pas forcément la population générale. Et là c'est beaucoup plus serré. Probablement, les couches plus âgées de la population votent plus. Les couches conservatrices votent plus, mais on le constate quand même, en tout cas c'était les résultats des analyses d'opinion, que, y compris chez les couches plus âgées, maintenant cette idée devient majoritaire. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui la question n'est plus si on va légaliser ou pas, mais comment. Et peut-être une dernière chose qui m'avait ouvert les yeux. On était une fois dans une délégation de Suisse et de Portugais aux États-Unis pour expliquer la politique drogue dans les années 2000. Ça ne rajeunit pas, mais en tant qu'Européens, on voulait expliquer à ces Américains qu'il fallait changer leur politique drogue. Et à chaque fois qu'on rencontrait des responsables, en fait, ils savaient très bien que c'était… Tout le résultat, ils les connaissaient très bien. Ils savaient très bien qu'il fallait changer. Leur question n'était pas s'il fallait changer ou pas, mais comment, quand on change, ne pas passer pour des gens qui sont mous sur les drogues. Et ça, c'est le vrai problème. Parce que quand, en tant que politicien, vous engagez sur les drogues, vous avez tout de suite des tomates qui viennent depuis la droite, où on vous traite d'idéalistes, de gens fous, de je ne sais pas quoi. Et ça, c'est le vrai problème. On manque de personnalités politiques de premier plan qui prennent ce sujet. Et puis, ça, c'est le cas en Suisse, mais pas ailleurs. En Amérique, peut-être, c'est un peu différent. On voit des personnes comme Justine Trudeau qui le font. Mais, par exemple, pourquoi quelqu'un comme Emmanuel Macron ne prend pas ce sujet qui serait vraiment un sujet très utile? Et ça, je pense qu'on est un petit peu dans cette frustration-là. C'est-à-dire qu'on a une opinion publique qui est majoritairement favorable, je pense, dans la majorité des pays européens. En France, en Belgique, c'est le cas aussi, je crois. Et puis, on n'arrive pas à lancer une dynamique politique suffisante pour faire une réforme. Une réforme, il faut, bien sûr, une dynamique politique. On ne le fait pas juste avec un sondage d'opinion. Voilà où on en est. Et au Luxembourg, Grégory, même constat, plus ou moins, population favorable majoritairement? Alors, c'est un tout petit peu plus nuancé puisque déjà au départ, le collège médical ici au Grand-Duché de Luxembourg n'était pas forcément très favorable justement à ce cannabis à usage médical, considérant qu'il y avait d'autres substances. Enfin, pour moi, c'est une position discutable, mais qui apportait de bénéfices équivalents, je dirais, d'une certaine manière. Donc là, c'était plutôt pour moi une position idéologique plus que pragmatique. Je dirais, ça, c'est un premier élément. Comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a eu une fameuse pétition qui, effectivement, a permis d'observer effectivement un mouvement général au sein de la population qui était relativement favorable. Moi, j'aurais plutôt tendance à nuancer un peu les choses en disant que le constat auquel moi j'arrive aujourd'hui, et ça fait écho un petit peu à ce que Jean-Félix a abordé, c'est que je pense que la population générale aujourd'hui a du mal à comprendre parce qu'il y a un déficit je dirais, d'information et de communication, et sur la question du cannabis à usage thérapeutique, et sur la question du CBD, et ce pourquoi, éventuellement, effectivement, le gouvernement va légaliser. On voit bien au sein de la population que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui on va ouvrir ce marché en disant depuis 20 ans, depuis 30 ans, on nous dit que c'est pas bon, on nous dit que c'est la répression qui est la solution à tout, quoi, je dirais d'une certaine manière. Et donc, elles ont un peu du mal, je pense, pour certaines d'entre elles, à comprendre. Sauf qu'effectivement, je dirais qu'il y a eu deux courants, deux partis politiques, en l'occurrence les socialistes et les Verts, ici au Grand-Duché de Luxembourg, qui l'avaient très clairement inscrit dans leur programme politique en disant que si une coalition devait se former, c'était un des points qui était non négociable. Et je pense que ça, c'est un élément qui était en faveur de cette question. Au niveau des institutions sociales, il n'y a pas de discussion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur cette question de si on laisse ce produit en dehors du champ légal, ben forcément, on ne pourra pas en mesurer, évaluer la qualité et on pourra difficilement, je dirais, d'une certaine manière, l'accompagner.
Le souci étant, par contre, que si on regarde un petit peu les statistiques à l'échelle du Grand-Duché de Luxembourg, une grande proportion, je dirais, des gens qui consomment sont les plus jeunes. Or, moi, je pense que voilà, ces gens-là seront en dehors de ce projet de loi, parce que de toute façon, si l'égalisation il y aura, ce sera pour des questions constitutionnelles à partir de 18 ans, même si là aussi, il y a, je dirais, une pression, je pense, des médecins principalement, ou de certains experts qui recommanderait éventuellement que cette barre soit portée à 21. Mais pour des raisons constitutionnelles, ce ne serait pas possible en l'occurrence. Et manifestement, on voit bien qu'il y a une évolution, je dirais, de génération en génération plus favorable à la question, je dirais, d'une certaine manière, du cannabis. Et aussi, j'aurais tendance à dire, parce que le constat est aussi facilement dressable par rapport à l'effet néfaste de l'alcool. On voit bien qu'aujourd'hui, enfin, le Luxembourg est quand même un pays aussi producteur je dirais, d'alcool, de vin et compagnie, de spiritueux. On voit bien que le côté fiscal est aussi extrêmement attractif. Mais aujourd'hui, pour la première fois, c'est quand même aussi assez surprenant, enfin, le Grand-Duché du Luxembourg s'est muni d'un plan stratégique sur la question de l'alcool. La première fois en plusieurs décennies, quoi, en fait, en gros. Donc, ce qui prend, on commence à prendre la pleine mesure de ce qui doit aussi être mis en place sur cette question, alors que la cannabis a été diabolisée, de mon point de vue, souvent à tort, en laissant, je dirais, l'espace occupé, je dirais d'une certaine manière, par l'alcool, qui lui, ça fait écho aussi un tout petit peu à ce que Jean-Félix l'a dit, est beaucoup plus présent, aussi beaucoup plus accepté et toléré dans les zones plus, je dirais, d'une certaine manière, périurbaines ou rurales, quoi, en l'occurrence. Et on voit bien les méfaits aujourd'hui de cette surconsommation d'alcool, qui n'est pas négligeable, parce qu'il y a plusieurs années, effectivement, il y avait une petite étude qui avait été réalisée, qui montrait que, toute proportion gardée, le Grand-Duché de Luxembourg était un pays où on voyait en fait la violence conjugale extrêmement présente, en fait, en gros. Mais pas en lien justement avec les substances dont on est occupé de parler, mais principalement en lien en fait avec une consommation, voire une surconsommation d'alcool, en fait, en gros. Donc, moi, je pense qu'il y aura aussi sans doute une réflexion à poser sur cette question-là. Enfin, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, en l'occurrence. Ok, ben, on va passer au modèle à proprement parler. Je poserai la question peut-être en deux parties. D'une part, quel est le but affiché, la logique dans laquelle ça se passe, éventuellement des motivations peut-être moins avouables que les belles idées de santé publique, etc., et de protection de la jeunesse et des mineurs. Et deuxièmement, par quels moyens est-ce qu'on va chercher à atteindre ces buts? Quelles sont les modalités des modèles qui se préparent? Je vais peut-être commencer par Grégory parce que je pense qu'il y a un modèle vraiment qui vient d'en haut, qui est pressenti et tout, même si je pense qu'on n'en a pas encore tous les détails et que ça s'est passé dans une certaine opacité, non? C'est un peu chaotique actuellement, parce que pas plus tard qu'hier, il y a un petit papier qui est sorti dans un journal local qui disait que le Grand-Duché n'allait pas légaliser, alors que pas plus tard que justement hier matin, j'avais une réunion avec un représentant du ministère de la Santé qui disait tout le contraire. Donc je dirais d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même suffisamment de travaux de groupes interministériels qui sont constitués pour dire en toute logique, ça devrait se faire. Ça a pris beaucoup plus de temps et ça a pris du retard, notamment en raison du Covid, mais aussi en raison d'un changement, je dirais, de ministre, ce qui n'est jamais bon sur ce type de dossier-là, je dirais d'une certaine manière. Ce qui est sûr et certain, à partir des informations dont on dispose aujourd'hui, c'est qu'on ne sera pas du tout dans un modèle libéral, je dirais d'une certaine manière à l'américaine. Ça, c'est clair. C'est vraiment quelque chose que le Luxembourg veut à tout craint, je dirais, éviter, avec, comme je l'ai précisé... C'est-à-dire qu'il s'inspirait plutôt du Canada, c'est exact? Alors, en toute logique, en fonction des informations, j'insiste, dont je dispose, on devrait se rapprocher davantage de ce qui se fait effectivement au Canada, avec pratiquement, je dirais à peu de choses près, les mêmes objectifs, c'est-à-dire en gros, effectivement, la protection de la jeunesse, éviter la saturation, je dirais, d'une certaine manière, du système judiciaire, avec une question qui se porte sur la santé publique, bien sûr, mais en aucun cas avec cette idée je dirais de constituer, je dirais d'une certaine manière, une économie en soi, même si effectivement dans l'accord de coalition, il est précisé que effectivement si des revenus, je dirais de cette manière devaient apparaître, eh ben, ces revenus devraient être réinjectés dans la recherche et dans la prévention essentiellement, en fait, en gros. La difficulté, je dirais, à laquelle on est aujourd'hui confronté, c'est un peu celle que tu viens de souligner, Olivier, c'est qu'en gros, effectivement,
la réflexion, c'est effectivement plus par le haut que par le bas. Et donc ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que je trouve qu'on aurait quand même un intérêt à aller questionner, en tout cas sociologiquement, ce qui se passe sur le terrain pour les usagers et comment, je dirais, d'une certaine manière, essayer de récupérer, entre guillemets, un peu ces usagers-là, je dirais, d'une certaine manière. Ça, c'est un premier élément. Le retard qui est pris, effectivement, n'aide pas non plus enfin, je dirais d'une certaine manière, à clarifier un petit peu ces différentes questions. Ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, de toute manière, c'est que on va rentrer dans une phase expérimentale. C'est-à-dire, en gros, enfin, j'imagine que Jean-Félix dira un petit peu la même chose, mais on sera de toute façon, enfin, pour ne pas se mettre hors la loi vis-à-vis des conventions, enfin, il n'y a pas 100 000 solutions, je dirais, d'une certaine manière. C'est vrai que dans ton introduction, enfin, tu citais toute une série de pays, mais on a juste oublié, par exemple, la Bolivie, enfin, qui, pour des raisons culturelles, a pu légaliser en tout cas l'usage, le commerce et la production de feuilles de coca. Mais ici, au Luxembourg, on ne peut pas prétendre à ça, je dirais d'une certaine manière. Et donc, soit ça peut se faire sous l'aspect médical, soit ça peut se faire sous l'aspect de la recherche. Et donc, ici, probablement qu'effectivement, le texte qui va sortir va insister sur l'aspect expérimental en plusieurs phases, je dirais d'une certaine manière, probablement, et qui permettra à partir de 18 ans dans des conditions qui sont quand même encore assez strictes de manière officieuse, puisque le texte n'est pas encore sorti, à cette population d'avoir un nombre, je dirais, de grammage limité sous des taux de THC qui sont encore là aussi discutés, je pense, accès à ce type de produit, en fait. Mais l'idée est vraiment d'avoir une logique de production, parce que Jean-Félix évoquait ça. Pour l'instant, sur l'aspect thérapeutique, le Luxembourg est dépendant principalement de tout ce qui se fait du côté du Canadien. L'idée, c'est vraiment d'avoir une chaîne de la production à la transformation, enfin, etc., jusqu'à la vente ici sur le territoire, de façon, là, je reviens sur cette notion-là aussi qui est importante, pour les résidents et les luxembourgeois, mais en aucun cas pour les frontaliers en l'occurrence. En fait, donc l'idée, c'est aussi éviter ce transfert de produits sur une frontière qui est très perméable, puisque à l'échelle du Grand-Duché de Luxembourg, on peut considérer qu'il y a plus ou moins entre 140 000 160 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours, ce qui est assez considérable. En fait, et ce n'est pas possible de contrôler ça. Justement, en matière de production, est-ce que ce serait un peu le même système qu'au Canada, l'État qui est le vendeur, qui licencie des producteurs privés pour produire du cannabis, et on constate qu'au Canada, ces producteurs privés sont plutôt des grosses boîtes que des petits producteurs apparemment. J'aimerais répondre clairement à la question, mais comme le texte n'est pas sorti, je risque de m'avancer sur un sujet dont on risque de devoir rediscuter. Ce que je sais, en tout cas, c'est sans doute ce qui se passe aussi en Suisse, hein, c'est qu'effectivement, il y a des producteurs de chanvre et on peut raisonnablement supposer que ce savoir-faire-là pourrait profiter à l'exploitation, en tout cas de cannabis à taux de THC beaucoup plus important, en l'occurrence, et que dans ce cas-là, peut-être que l'État, effectivement, va mandater ses producteurs locaux sous couvert, je dirais, d'un certain nombre de procédures à respecter en termes de labels et de qualité, je dirais d'une certaine manière, pour effectivement qu'il y ait cette production locale. Donc je ne pense pas en soi, c'est un avis personnel, je ne pense pas que ce soit l'État qui va mettre ça en route, mais je pense que l'État va mandater, en tout cas, sans doute, certains producteurs, ou faire sans doute, peut-être aussi, ce serait une possibilité, un appel à ces producteurs pour savoir qui serait, au fond, disposé à rentrer dans ce marché, je dirais, en l'occurrence. Et alors, la rumeur qui courait hier à propos du fait que finalement le Luxembourg n'allait pas légaliser disait aussi que la seule chose qui serait autorisée, ce serait l'autoculture. Et donc, ça, pour le coup, ce serait un modèle totalement non commercial, mais qui poserait sans doute ses propres problèmes, qui serait peut-être éventuellement une porte aussi ouverte au Cannabis Social Club, puisque en tant qu'auto-producteur, on peut s'associer éventuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a une ouverture vers ce genre de l'autoculture, les social clubs, ou on ne le sait pas trop? Alors, l'autoculture, c'est quelque chose qui avait été effectivement évoqué, alors avec un certain nombre de plans. Le Cannabis Social Club, ce qui était clair de toute façon, c'est qu'il n'y aurait pas de coffee shop, je dirais d'une certaine manière, à la manière hollandaise. C'est-à-dire, en gros, la consommation se ferait principalement dans la sphère privée. Sauf que, voilà, les institutions de terrain ont quand même aussi considéré que pour éviter, effectivement, comment je pourrais le dire, de stigmatiser aussi les gens qui sont dans des situations extrêmement précaires et qui n'ont pas de lieu physique pour consommer, justement de clarifier, en tout cas d'édicter des lieux spécifiquement destinés à cette consommation. Alors, est-ce qu'on va les appeler coffee shop ou salles de consommation, comme on peut en retrouver pour la cocaïne ou l'héroïne ici au Grand-Duché de Luxembourg?
Ça, c'est encore un point d'interrogation à clarifier. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il y ait cet aspect-là qui soit aussi développé, quoi, je veux dire, d'une certaine manière. Et pour ce qui est du mode de distribution, où est-ce que ça s'achèterait concrètement? Est-ce que ce serait en pharmacie, dans des officines spécialisées? Les dernières informations que j'avais considéraient qu'il y avait en fait 14 points, je dirais, de vente, d'achat qui étaient envisagés, quoi, je dirais, donc une dissémination dans tout le pays, pas centralisée juste et uniquement, je dirais, d'une certaine manière à Luxembourgville, justement pour que toutes les zones soient couvertes, avec cette logique aussi très empreinte, moi je pense, du Canada, c'est que il faut que ce ne soit pas attirant, pas à proximité des écoles, enfin toute une série de critères qui sont dans l'idée de ce que tu as pu évoquer, qui sont plutôt en fait un discours. C'est pas parce qu'on est contre la prohibition qu'on est forcément pour les drogues, quoi. Je veux dire, c'est vraiment d'avoir un encadrement qui soit le moins attractif et le plus protecteur de la jeunesse, si je puis dire en fait les choses comme ça en fait en l'occurrence. D'accord, merci. Pour la Suisse, le modèle est un peu différent. C'est pas du législatif comme ça qui se trame dans des coulisses. C'est plutôt quelque chose qui émane apparemment des villes et qui, en tout cas, il y a un cadre réglementaire qui est imposé par le fédéral ou qui est en tout cas développé par le fédéral et qui permettrait à des villes de lancer leurs propres expérimentations très diverses apparemment, et on tirerait sur une période de 10 ans les conclusions de ces expérimentations. Est-ce que j'ai plus ou moins bien compris ou c'est plus compliqué que ça? Tu as très bien compris, Olivier, mais bien sûr que c'est plus compliqué que ça. En fait, ce texte de loi, il vient lors d'un processus très, très long qui va continuer d'évoluer. Donc, on est en train de trouver un chemin. La Suisse, c'est le pays du consensus, ça prend toujours beaucoup de temps. Et il y a différentes variables qu'il faut ajuster. Aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va se passer avec ces projets. Enfin, on sait qu'ils auront lieu. La majorité ont déjà été annoncés, on sait de quelle nature ils seront, mais on ne sait pas où sera l'équilibre, parce qu'effectivement, ils sont de nature différente. Il y a aussi un autre processus législatif que je mentionne, qui est en fait une initiative pour réguler le cannabis dès aujourd'hui, qui a déjà passé son premier examen dans une chambre. Donc, on pourrait aussi court-circuiter tous ces projets et arriver avec une proposition de loi ces prochaines années, un petit peu sur le modèle vraiment du Luxembourg. Mais peut-être j'aimerais revenir sur ta question précédente, Olivier, sur les causes en fait du débat, les tenants aboutissants du débat, parce qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Le débat, il se joue sur certaines variables et il faut être attentif. Donc en fait, le départ, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, le départ, c'est vraiment l'ordre public. C'est la question du marché des drogues. En fait, ça dérange. En fait, il y a tout ce marché qui échappe à l'impôt, tous ces gens dans la rue qui vendent des drogues, ça ne va pas. Donc la police ne sait pas quoi faire. C'est ça, en fait, le principal nuisance publique qui fait qu'il y a débat. C'est peut-être pas le sujet le plus intéressant, mais c'est celui qui met ça à l'agenda. Et puis, derrière ce sujet n'est pas forcément tellement extraordinaire non plus pour tout le monde, ou peut-être pas toujours très facile à emmancher. En fait, le domaine de la santé vient venir là-dessus, et on a beaucoup présenté la question de santé sur le cannabis. Et c'est vrai que probablement qu'on a des fois l'impression que la santé permet de couvrir ce débat d'une couche des fois un peu plus présentable. Mais, et donc, on va présenter ça comme étant des projets principalement de santé. C'est comme ça qu'on présente les projets pilotes en Suisse. Mais ne soyons pas dupes. La première raison de ces projets, c'est bien sûr l'ordre public. Donc, la santé vient en deuxième position. Mais bon, elle est quand même là. Mais je crois qu'il faut bien se rendre compte que pour les acteurs, ce n'est pas la priorité. Et il y a le troisième sujet qui, en fait, là, on va venir peut-être aux paradis fiscaux, étant l'introduction de tout à l'heure, Olivier. En fait, le troisième sujet qui devient un peu the elephant in the room, comme on dit en Angleterre, enfin aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, c'est bien sûr l'argent. Et parce qu'en fait, il y a tout un marché là derrière. Il y a tout un marché, il y a beaucoup d'argent à se faire. Tout le monde se réveille. Que ce soit du côté des pharma, que ce soit du côté des pharmacies, que ce soit du côté des producteurs, que ce soit aussi, et ça c'est très intéressant en Suisse, les paysans. On a en fait en Suisse, peut-être vous savez, Heidi, il y a certains Autrichiens qui nous la contestent, mais elle est bien suisse, je vous le confirme. Et donc cette image du paysan de montagne, du brave Suisse qui cultive ses vaches dans la montagne, et donc c'est une image très forte au niveau politique. Et donc il y a aujourd'hui un
un agriculteur qui a déposé une proposition au Parlement pour pouvoir justement réguler le cannabis sur la base des agréments agricoles. Et c'est la deuxième proposition qui est faite au Parlement. La première était faite par une autre politicienne, cette fois verte, mais aussi agricultrice. Et donc, il y a à la fois cette tendance chez les agriculteurs pour pouvoir donner en fait un débouché à nos agriculteurs, notamment les paysans de montagne, qui en fait font, comme je le disais, sont une figure tutélaire de notre politique, mais qui font aussi des choses. Enfin, c'est toute une culture aussi de notre pays qui est menacée aujourd'hui par l'ouverture des frontières et puis la difficulté pour ces paysans de se maintenir. C'est très important. Et puis l'autre partie, qui est peut-être un petit peu plus complexe, qui est tout ce qui est capital risque, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, avec le cannabis, on peut faire des investissements qui peuvent potentiellement rapporter énormément d'argent. Et ça sera plutôt le modèle commercial, comme on en a parlé au Canada, hein, pas au Québec, qui est un modèle non commercial, enfin non profit. Et donc, en fait, ce troisième élément vient dans le débat et devient de plus en plus important. Et notre crainte, c'est que ça se passe un peu la même chose qu'aux États-Unis, que cet élément-là, en fait, devienne rapidement dominateur. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'en 2021, on commence à voir ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, ça, ce serait mon point principal, si vous voulez, par rapport à ce que j'ai raconté aujourd'hui. Il faut se préparer parce que ce moment de bascule vient et il y a un moment donné où c'est les questions économiques qui vont dominer le débat. Donc, il faut savoir quel modèle on veut quand même suffisamment en amont. Parce qu'il vient un moment où peut-être c'est trop tard, où en fait ça devient plus qu'une question d'argent. Or, on l'a évoqué tout à l'heure, la question des clubs, des associations contrôlées. Grégory parlait de la question de la culture, en fait, des pratiques. C'est ça qu'on doit faire avec les drogues, en fait. On ne doit pas juste les balancer sur le marché n'importe comment. Les cultures qu'on a héritées de nos ancêtres ont toute une gestion des drogues qui est sociale, qui peut aller dans le spirituel, qui peut aller dans le thérapeutique, qui peut aller dans plein de dimensions. Et je pense qu'il faut continuer à s'inspirer de ça quand on vient avec une grosse industrie, que ce soit pour du sucre, que ce soit du tabac, que ce soit c'est du pétrole. Quand on est juste sur un marché totalement libre et qu'on a des pouvoirs de marketing très forts qui nous font consommer les choses, je veux dire, c'est pas très intelligent sur les drogues. Les drogues peuvent nous apporter des choses, mais elles peuvent aussi être destructives. Et donc, il faut vraiment gérer cette ambivalence. Hein. Et cette ambivalence, il faut laisser les groupes humains la gérer et pas la délocaliser comme ça auprès d'intérêts capitalistes. Donc là, avec le cannabis, on a l'avantage de pouvoir retrouver peut-être cette logique, retrouver ces freins, ces mécanismes régulateurs, ces mécanismes collectifs. Hein. Et moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le fonctionnement social, ce qui est bien, c'est que ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de régulateurs et de tableurs Excel. En fait, avec les clubs, il se crée une culture aussi de la consommation, de l'entraide. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ce modèle des associations, il a été déjà inclus dans plusieurs des projets pilotes en Suisse. Donc, on a notamment Zurich qui a annoncé qu'il ferait des clubs à côté d'un autre système. On aura probablement Genève qui aura quelque chose d'assez similaire, peut-être avec de Lausanne aussi. Donc, on a ces systèmes-là qui sont toujours dans la course et qu'on espère pouvoir gagner, même si on sait que ça sera dur. Ces systèmes qui vont très bien avec l'agriculture de proximité, avec une vision plus écologiste en fait de la santé. On a un autre système qui est donc celui des États-Unis, on va dire un système commercial à 100%. Donc là, il y a des gens qui se sont réveillés et qui poussent. Et puis, on a un troisième système qu'on pourrait dire parasanitaire avec les acteurs de la santé historiques, que ce soit les pharmacies, que ce soit les pharmas ou que ce soit certaines sociétés médicales qui cherchent à étendre en fait le domaine du cannabis médical ou paramédical et puis pouvoir s'assurer un monopole de ce marché. Hein. Les pharmas et en Suisse, aussi un pays de pharma, se sont réveillés relativement tard. Ça, je pense que c'est aussi intéressant à le noter, mais il y a aussi des pressions qui vont dans ce domaine-là. Donc, on a aussi des projets pilotes qui sont plus des extensions en fait, de l'utilisation des substances dans le cadre de la médecine et de la psychiatrie. C'est aussi très intéressant, mais ça repose aussi la question qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure entre ces systèmes médicaux et non médicaux. Donc, nous, on est pour une séparation assez stricte de ces deux domaines. Il y a beaucoup d'utilisations en médecine qui doivent vraiment être favorisées et la médecine fonctionne totalement différemment de la société. C'est une médecine qui est basée sur les preuves. Il faut que ça reste comme ça. Il faut que ça reste très régulé. Et puis, de l'autre côté, tous ces usages qui
qui ne doivent pas être non plus seulement libres, mais qui peuvent peut-être être régulés par d'autres mécanismes, que ce soit sociaux, réglementaires et autres, pour pouvoir en fait réduire les risques, tout simplement. En fait, c'est ça. Et c'est ça qu'on doit voir. Et voilà, ce sera toute la difficulté du débat, hein, c'est de garder cet espace un peu du milieu, qui ne soit pas de la prohibition, mais pas aussi du néolibéralisme à tout crin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer? Voilà, on se réjouit, on est 21e siècle, c'est un siècle nouveau, on peut peut-être inventer de nouvelles méthodes, de nouveaux marchés qui protègent mieux les personnes, en fait. Est-ce qu'il y a un modèle existant à l'étranger qui emporterait vos suffrages? On a bien compris que le modèle américain, c'est pas trop votre tasse de thé, c'est fort commercial. Le modèle canadien semble inspirer le modèle luxembourgeois à venir, mais il a peut-être quelques défauts. Il y a le modèle uruguayen qui séduit pas mal de monde. Juste un petit mot là-dessus éventuellement. Félix? Ouais, je peux continuer dans la veine. Ce que j'essaie de dire, c'était effectivement pour nous, c'est le système non marchand. En fait, hein. C'est le système sans profit. Il faudrait essayer d'enlever le profit, l'intérêt en fait du système. Comme ça, on aurait des systèmes d'échange, que ce soit en termes de production et de consommation. Essayons ça, parce qu'on ne l'a jamais fait sur le tabac, on ne l'a jamais fait sur l'alcool, on ne le fait pas sur le jeu. On voit toujours ces mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre. Ça fait un siècle qu'on fait des études, on les fait peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais il y a 100 ans, on voyait déjà les mêmes choses. Donc voilà, essayons de faire autre chose avec ces systèmes. On est aussi dans un moment où on parle plus de développement durable, on parle de circuits courts, de choses comme ça. Essayons d'avoir ça. J'aimerais aussi peut-être rappeler, on a beaucoup parlé d'alcool. Il faut parler d'alcool parce que l'alcool, c'est l'autre produit qui est légitime et qui est de consommation de masse. Et en fait, avec les alcooliers, nous, on se rend compte, en fait, on a plein d'amis chez les producteurs d'alcool, mais ce n'est pas les grands producteurs d'alcool, ce n'est pas les grandes entreprises, ce n'est pas Carlsberg Heineken, c'est le petit brasseur local, c'est le petit vigneron local. Parce qu'avec lui, en fait, on arrive à partager 98% de ce qu'on pense sur le produit. Il y a vraiment une compréhension de qu'est-ce que c'est, il y a un respect, il y a une culture peut-être qui va aller vers la qualité, on ne consomme pas n'importe comment, pas n'importe où. C'est ça qu'on doit apprendre. Quand la prohibition nous empêche de le faire, c'est pour ça qu'on a des fois des consommations beaucoup plus problématiques dans les pays où il y a prohibition que où il n'y en a pas. Donc, on doit aller vers ça. Maintenant, comment y aller? Il y a effectivement ces deux chemins. Il y a le chemin de la société, un peu plus libérale, on va dire les clubs, hein, les social clubs, ce genre de choses, associations contrôlées. Puis l'autre, c'est le modèle du Québec. Alors, le modèle du Québec, ça peut aussi se ressembler à celui d'Uruguay, c'est-à-dire c'est vraiment l'État qui prend ses responsabilités, et puis le Québec, c'est le monopole d'État. Après, c'est quand même des systèmes qui correspondent à des cultures administratives et politiques très centralisées, très étatisées. Donc, le Québec a cette culture-là. Ça fonctionne très bien, je crois, au Québec. C'est très intéressant. Peut-être en Europe, on serait plus sur un modèle de type association contrôlée. Voilà. Mais je pense aussi que le modèle d'association contrôlée offre une opportunité politique, c'est celle de ne pas avoir à tout régler par l'État. Et donc, on peut avoir un système subsidiarité où l'État garde une possibilité d'action, mais en deuxième ligne, hein, un rôle de surveillance. Elle peut donner un cahier des charges à des acteurs à respecter et c'est à eux après de trouver le moyen pour faire respecter un certain nombre de prescriptions, que ce soit en matière de réduction des risques, d'ordre public, de protection des mineurs. Et ça, c'est un modèle qui peut peut-être aussi être vraiment intéressant. Maintenant, aujourd'hui, ce qui va trancher le débat, c'est probablement l'opposition entre certains intérêts économiques et puis en fait le milieu aussi des consommateurs qui peut-être pourront se mobiliser ou pas. Et je pense que ça, c'est vraiment la variable centrale, ce sera la voix de ceux qui sont concernés, les consommateurs. C'est une voix qui a été entendue pas mal en Amérique du Nord, mais qui n'est encore insuffisamment entendue ou représentée en Europe. Et je crois que ça, c'est quand même le gros problème dans ce débat, d'oublier les personnes à qui on s'adresse. Grégory, la législature au Luxembourg se termine en 2023. Le processus législatif pour installer un modèle du cannabis, c'est quand même relativement long. Est-ce qu'on sera dans les temps? Est-ce qu'on va aboutir? Et peut-être plus généralement, et là la question s'adresse à vous deux, vers où est-ce qu'on va dans vos pays, mais aussi au-delà, ici en Europe occidentale et en Europe au-delà? Est-ce que ce qui se trame dans vos pays va emmener un mouvement plus général? Enfin, vers où est-ce que vous pensez qu'on va? Mais donc d'abord, l'histoire de la législature, est-ce qu'on arrivera à temps, tout simplement?
Alors, en toute logique, en fonction des informations officieuses dont je dispose, d'ici fin d'année, effectivement, ce texte va arriver sur la table. Je ne vous cache pas qu'effectivement, dans l'accord de coalition, il était question que tout ça aboutisse en 2023. Je pense que ça risque d'être extrêmement court, mais je pense qu'il y aura déjà des actes politiques qui seront posés en 2023 et qui seront justement, comme j'ai expliqué, une première phase expérimentale pour mettre en branle un petit peu la machine. En fait. Je vais revenir sur ce que Jean-Félix évoquait aussi. Pour moi, la question n'est pas quand, c'est comment aujourd'hui. On sait que de toute façon, je veux dire, on y va. Enfin, je pense qu'il y a un mouvement général, parce qu'on voit bien sur l'aspect du respect des conventions, des modifications politiques, déjà à l'échelle de l'Europe, c'est une véritable cacophonie, je dirais d'une certaine manière. Je pense que ça explique aussi d'une certaine manière la crainte des pays limitrophes, mais on sent bien que d'une certaine manière, dès qu'un domino tombera, les autres suivront. On entend que l'Italie devrait prochainement éventuellement aussi s'y mettre. On voit bien qu'il y a vraiment un effet, je dirais, un peu une lame de fond qui arrive, même si vous avez entendu la même chose que moi lors du congrès à Metz. Tous les politiques n'ont pas cette oreille, je dirais en tout cas cette sensibilité-là, mais moi je pense qu'inévitablement, on va aller dans cette direction-là. Je vais juste essayer de répondre aussi à la question d'avant, mais je pense qu'en fait, le modèle qui sera celui, ou qui devrait être celui du Luxembourg, va sans doute, bien sûr, s'inspirer, je dirais, du Canada, même s'ils veulent créer un modèle à la luxembourgeoise. Je dirais, ce qui manque pour moi, mais ce qu'on devrait s'employer à faire, c'est je dirais, comme l'a dit aussi Jean-Félix, c'est prendre des informations au contact de la population. Ce qui manque principalement, ce qui a manqué, je dirais, d'une certaine manière, dans la mise en route au Canada, c'est justement la communication, c'est les informations. Et donc, les gens se sont retrouvés, je caricature un peu l'image, je dirais d'une certaine manière, mais assez rapidement, du jour au lendemain, face à une loi qui disait un peu le contraire de ce que les autres, de ce que les politiques disaient pendant plusieurs décennies. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui doit déjà être semé aujourd'hui, parce que ça se pose sur la question du cannabis à usage thérapeutique. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, en fait, en gros. Sur le CBD, pareil. Et je pense qu'il faut déjà, en tout cas, un petit peu anticiper la chose. Moi, je pense très sincèrement qu'effectivement, si le Luxembourg, en fonction de ses particularités, sachant qu'aussi, c'est beaucoup plus simple, en fonction des informations que donne Jean-Félix ici, dès qu'une action est locale, elle est pratiquement déjà d'office national, je dirais d'une certaine manière. Mais je pense qu'effectivement, s'il y a un modèle de production qui peut se mettre en route avec, je dirais, des essais, un accompagnement, je dirais aussi scientifique sur ces questions-là, moi, je pense que d'autres pays devraient suivre. On sent bien que les Pays-Bas aussi, je dirais, par tradition, ont une sensibilité sur cette question-là. Et on pourrait raisonnablement penser, on parlait du Portugal aussi, que d'autres vont suivre. Moi, je pense que politiquement, aujourd'hui, il manque plus que le courage. Les preuves scientifiques sont sur la table, je dirais d'une certaine manière, même si effectivement, il y a encore des choses à être sans doute affinées, je dirais d'une certaine manière, mais on voit bien aussi que de ce côté-là, c'est une substance qui apporte autant de qualité, je dirais d'une certaine manière, que de bénéfices que certains médicaments qui aujourd'hui ont pignon sur rue, je dirais d'une certaine manière. Donc on arrête ce débat un peu pour moi hypocrite de dire que c'est une substance qui devrait rester interdite, mais parce qu'on voit bien, quoi qu'il arrive, si vous la laissez dans le marché, je dirais d'une certaine manière illégale, de toute façon, la population continuera à s'approvisionner avec toujours ces problèmes de santé, je dirais, publique, de qualité de produit, etc., en fait, en l'occurrence. Donc, j'ose espérer qu'effectivement, en tout cas sur le plan budgétaire, pour vous donner cette information, effectivement, il y a déjà des planifications budgétaires qui sont prévues pour les prochaines années sur ces questions-là. Les institutions se sont mis autour de la table, effectivement, pour réfléchir à des propositions disant voilà, nous, institutions de terrain, qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on pense devoir recommander, je dirais d'une certaine manière. Donc, je dirais pratiquement tous les feux sont au vert, je dirais d'une certaine manière. Maintenant, sous quelle forme ça va se présenter, je pense qu'on ne sera pas sur un modèle aujourd'hui abouti. En 2023, ça me paraît impossible. Donc, on aura sans doute en fait un projet en tiroir, je dirais d'une certaine manière, mais on peut raisonnablement penser qu'à partir du moment où effectivement on va poser les premières bases, et qu'on va pouvoir effectivement constater en tout cas un certain nombre de bénéfices, moi je pense, le reste suivra en espérant qu'effectivement les coalitions politiques suivront aussi, je dirais d'une certaine manière, cette ligne de conduite-là, en l'occurrence. Félix, un mot de conclusion, l'avenir du cannabis et de la réglementation en Europe
Bah, c'est clair, en fait, c'est joué, c'est comme a dit Grégory, c'est réglé, en fait, cette histoire, c'est bon, quoi. Je veux dire, là, on a 2 tiers de la population, je crois, au niveau mondial, qui est d'accord aux États-Unis, ça n'arrête pas d'augmenter. Maintenant, c'est New York, après la Californie, c'est réglé. Je crois qu'il faut se le dire. Maintenant, c'est les comment. Et donc, si on peut encore contribuer à ce débat, faisons-le. Mais nous, au Gréa, on aurait plutôt tendance à se dire, bon, ben voilà, le cannabis, c'est fait, on va laisser le système politique trouver les majorités, donner les infos quand il est faux, et puis c'est tout. En fait, il faut s'occuper des autres produits parce que ça, il ne faut pas oublier. En fait, évidemment, le cannabis, c'était le plus facile. Alors voilà, disons que c'est déjà presque réalisé et il faut maintenant regarder devant nous. Devant nous, donc la Suisse a déjà en partie légalisé l'héroïne sous forme médicale. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est vraiment des choses qu'il faudrait diffuser peut-être dans d'autres pays. Hein. Ça, c'est des projets très intéressants. Après, il nous reste bien sûr la cocaïne, les psychédéliques qui sont maintenant sur la table, en fait. Il faut trouver des solutions pour ces 2 types de substances. Je pense notamment au niveau des stimulants. Il y a beaucoup de produits qui viennent, des nouveaux produits aussi. Ce n'est pas forcément mieux que les anciens. Et donc, voilà, il y a des enjeux qui nous attendent là. Pour le débat sur le cannabis, je crois on peut se rappeler une chose. Il y avait un certain président des États-Unis, il s'appelait Roosevelt, dans les années 30. Et en fait, c'est lui qui a levé la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'en fait, c'était en 1933. Et en 1933, les États-Unis étaient à terre. Hein. C'était suite à la crise, c'était terrible. Il y avait beaucoup de besoins. Il y avait les New Deal. Donc, il fallait de l'argent. Donc, en fait, il a su compter vraiment rapidement, plutôt que d'une prohibition qui coûte cher, il faut prélever des taxes. Et ça, c'est un petit peu aussi l'argument probablement qui va faire balancer toute cette affaire. Je crois que tout le monde est en train de faire ses calculs. On a en fait là une masse de recettes fiscales qui filent sous le nez. En temps de crise, et je crois qu'on peut dire qu'on est dans une sorte de crise aujourd'hui, cet argument va probablement s'imposer et puis régler cette affaire assez rapidement, ce qui veut aussi dire que par rapport au type de modèle, on pourrait s'orienter dans quelque chose qui est plus commercial, peut-être à cause de cette question-là. En tout cas, je pense que c'est cet argument qui va précipiter les choses, et puis on se réjouit des prochains webinaires sur les stimulants ou sur les psychédéliques. De fait, ils auront lieu un jour. Dans l'intervalle, j'aimerais quand même mentionner aussi que si jamais dans notre pays, les autorités se décidaient à suivre le mouvement des pays francophones assez proches, donc le Luxembourg et la Suisse, la FEDITO, donc, qui est l'équivalent du GREA, on va dire, en Belgique, la FEDITO bruxelloise, plus précisément, a déjà préparé un positionnement sur le cannabis et toute une proposition presque clé sur porte. Bon, on est pour la concertation, évidemment, mais pour une réglementation du cannabis en Belgique, qui est disponible sur le site de la FEDITO Bruxelles, c'est feditobxl.be/cannabis, ou alors via la page d'accueil, on peut aller dans ressources et ensuite dans les positionnements. Et pour terminer, je mentionnerai encore aussi un petit bouquin qui vient de sortir et auquel a contribué Jean-Félix. Il est sorti il y a 2-3 jours et donc il propose d'en finir avec la guerre contre les drogues. Et donc voilà, je vous le recommande. Messieurs, en tout cas, un grand merci pour vos lumières et votre contribution pour éclairer un peu ce qui se prépare dans vos pays respectifs. Voilà, il me reste à vous remercier et à vous dire à la prochaine fois pour un autre webinaire éventuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.